Ça s'est appelé BMX que 4 ans plus tard. J'étais à l'école et un journal national destiné à toutes les écoles publiques avait titré « Un nouveau sport, le BMX ». Et je me suis dit, mais attends, c'est ce que je fais déjà depuis 4 ou 5 ans. Je pensais qu'on arriverait à pénétrer le marché grâce au tout suspendu, parce que, à titre personnel, on était persuadé que c'était ça l'avenir du VTT. Non, j'ai pas de regrets, c'est juste dommage, tu vois, que ça se soit terminé de cette manière. C'est triste de voir comment ça se passe pour eux aujourd'hui, quoi. Mais je crois que c'est pour tout le monde pareil dans l'industrie du vélo en ce moment. Mike m'a fait faire le tour, parce que moi j'étais jamais allé chez Specialized, au siège à Morgan Hill. Et quand j'ai visité l'ensemble, franchement, je suis resté en admiration. Et ça m'a vraiment donné l'envie de carrément m'y remettre. Bonjour et bienvenue dans En roue libre. En roue libre, c'est l'émission qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Avec En roue libre, prenez part à une conversation approfondie entre passionnés de vélo et découvrez les parcours inspirants, les conseils et l'actualité d'athlètes, d'experts, d'entrepreneurs et d'acteurs du monde du vélo pour faire naître, nourrir et faire grandir votre passion du vélo. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes en roue libre. Rob Roscope est un ancien skateur professionnel et le cofondateur de la marque Santa Cruz Bicycle. Le nom de Rob Roscope a toujours été étroitement lié à Santa Cruz, premièrement parce qu'il est devenu une légende du sport avec son pro modèle emblématique, qui reste un chef-d'œuvre pour avoir capturé l'essence du skateboard dans les années 80. Et deuxièmement parce qu'il a passé 20 ans en tant que PDG de Santa Cruz Bicycle, après avoir cofondé la marque avec Rich Novak et Mike Marquez en 93. Si c'est la norme aujourd'hui, il faut se rappeler que le tout premier vélo que Rob a lancé avec Santa Cruz en 93 était un modèle tout suspendu, ce qui permet de comprendre le côté visionnaire du personnage. Ce qui a suivi chez Santa Cruz est une masterclass sur comment bâtir l'une des marques les plus prestigieuses sur le marché du vélo. Donc, lorsque Rob a annoncé qu'il avait rejoint Specialized en tant que conseiller, ça a un peu secoué le monde du vélo, et j'ai voulu en savoir un peu plus et obtenir auprès du principal intéressé les détails sur ce qu'on peut attendre de Rob et de cette collaboration dans les années à venir. Dans cet épisode, attendez-vous à découvrir comment Rob perçoit l'arrivée du skateboard aux Jeux Olympiques, sa passion méconnue pour le vélo et ce, dès son plus jeune âge, l'histoire derrière la création de Santa Cruz Bicycle et comment il a construit la marque qu'on connaît aujourd'hui, ses réflexions sur la situation avec Pon Holdings, l'histoire amusante de son arrivée chez Specialized, comment il contribue aux innovations qui vont déterminer l'avenir de Specialized, ses prédictions pour le futur du vélo et des vélos à assistance électrique et comment ça pourrait impacter votre vie, quelques anecdotes amusantes en cours de route et bien plus encore. L'épisode que vous vous apprêtez à regarder ou à écouter a été intégralement doublé en voice-over pour vous permettre de découvrir l'histoire de Rob Roscope. Si vous préférez la version originale, elle est disponible juste à côté de celle-ci. Le procédé de doublage que je teste sur cet épisode ajoute énormément de travail comparé à un épisode en anglais et coûte très cher. C'est donc pour le moment un test que je pérenniserai si et seulement si vous me montrez que ça vous plaît et que vous voulez avoir plus de contenu comme celui-ci. Pour ça, je vous invite à prendre quelques secondes pour vous abonner à En roue libre si ce n'est pas déjà fait. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir En roue libre. Aussi, j'adorerais que vous me disiez ce que vous en avez pensé en commentaire ou par message. Et si tout ça va dans le bon sens, je vous promets que je vais vous donner d'autres superbes épisodes comme celui-ci. Je vous laisse donc avec Rob Roscope et je vous retrouve tout de suite après. Alors Rob, qu'est-ce que ça fait de voir le skateboard aux Jeux Olympiques ? Tu vois, c'est que je suis un peu mitigé. C'est que pour le skateboard, la compétition, c'était pas l'aspect le plus important. J'en ai fait un bon moment et ça vous met dans la lumière et vous avez une certaine notoriété. Mais bon, comme tu vois, un an après être passé pro, moi j'ai eu mon pro modèle. Ce que je faisais, c'était plutôt des démonstrations et rester parmi les autres skateurs. Je les approvisionnais en matériel parce que à cette époque, le skate venait tout juste d'émerger.
Je te parle de 1981, 82, il y avait environ, je pense, quelques milliers de skateurs. En tout cas, aux USA, c'était quasiment inexistant. Et ensuite en 83, on a commencé à faire pas mal de compètes dans les parcs privés avec Thrasher Magazine, ce qui a apporté un second souffle au skate. Et selon moi, ce qui a contribué à son succès et attiré les yeux du monde entier sur le skate, c'est le film Retour vers le futur. La fameuse scène avec Michael J. Fox, du réalisateur Robert, j'ai oublié le nom. Mais il a fait les cascades pour Michael J. Fox et ensuite ça s'est accéléré, je dirais, à partir des années 80, précisément en 1985 et 90. 6 années qui n'ont cessé de voir grandir la popularité du skate. Le skateboard a explosé mondialement, c'était de la folie. Mais bon, pour en revenir au JO, moi j'envisage le skate plus comme un art. Et cet art va être jugé. Il va y avoir un certain nombre de juges, donc plusieurs avis sur les figures de chaque skateur. Il va y avoir certains critères, c'est vrai, comme la difficulté que présentent certaines figures et celles qui n'en présentent pas. Donc les juges vont attribuer leurs notes en fonction de ça, mais il y a aussi une part de subjectivité dans ce jugement. Et selon moi, ça peut défavoriser le compétiteur et c'est en cela que ça peut être injuste. C'est la raison pour laquelle moi j'aime tant le VTT de descente, parce qu'on se bat contre le chrono. Et le chrono, il dit la vérité. On n'est pas en compétition contre les autres, notre seul adversaire, c'est le chrono en fait. Mais oui, le skateboard au JO, pour en revenir à ta question, c'est aussi un style de vie. Et je pense que c'est probablement, dans les 50 dernières années, et on a commencé à employer le terme style de vie, ou décrire le sport comme un style de vie, parce que beaucoup de choses viennent du skateboard. De nombreuses figures et tricks que nous avons inventés il y a longtemps ont été adoptés par le snowboard et même par le BMX d'une certaine manière. Donc moi j'accorde une forte crédibilité au skateboard, dans le sens où il s'est développé au point de devenir un style de vie qui influence d'autres sports. Seulement les JO, c'est peut-être pas sa place. À mon sens, les JO ont beaucoup plus besoin du skateboard que le skateboard n'a besoin des JO. Penses-tu que le skateboard perd un peu de son essence première en figurant aux JO? Ouais, c'est juste que ça va le rendre plus mainstream. Le skate est segmenté aujourd'hui. Il y a ceux qui font de la compétition, qui passent à la télé avec le Do Tour et autres championnats, ou la Ligue mondiale de skateboard, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, ça c'est l'aspect compétition. Et ce sont deux branches. Et comme tu sais, je suis encore en contact avec ce gars-là, là, Steve Alba, il skate encore à mon âge, c'est-à-dire 61 ans. Et il cherche encore des balls dans des jardins, et ça n'a pas changé. Il n'a pas changé, et c'est ce qui fait qu'il adore ça. Ces deux versants se côtoient habituellement, et les JO et la partie compétition n'est qu'un des deux versants. Et tu penses quand même que ça peut amener quelque chose de positif à la communauté du skate? C'est certain que ça va apporter plus de notoriété à ce sport, ce qui est bien et pas bien à la fois, ça dépend comment vous voyez les choses. D'une part, c'était très cool quand ce sport était confidentiel, une sous-culture, quoi. C'est juste mon avis, mais je connais beaucoup de personnes qui détestent l'idée même de voir le skate au JO. Et d'autres, ils sont complètement favorables, parce que c'est une super vitrine. Chacun a son avis, voilà, on en est là.
Ok, merci pour ça. Pour les gens qui nous écoutent, je rappelle que c'est un podcast qui parle de vélo. Alors à présent, parlons un peu de vélo. C'était important pour moi de quand même te poser ces questions parce que tu es encore impliqué chez Santa Cruz pour ce qui est du skateboard. On abordera le thème de Santa Cruz par le prisme du vélo. Mais avant ça, j'aimerais comprendre, car je connais l'histoire de la création des vélos Santa Cruz, mais j'aimerais vraiment comprendre comment on se lance dans une telle entreprise et comment vient une telle idée. C'est du genre, ok, vas-y, viens, on va faire des vélos, et ensuite, on en fait. Et comment s'est présenté le choix spécifique de ce premier vélo que tu as sorti? C'était un tout suspendu, ce qui était complètement fou à l'époque, et on n'en avait pas conscience. Donc j'aimerais bien que tu nous expliques comment tu as créé Santa Cruz et pourquoi. En fait, quand j'étais petit, je, je dirais que c'était vers 1970. J'ai commencé, on sautait avec nos vélos parce qu'il y avait Evel Knievel, le cascadeur, qu'on avait vu. Pour nous, c'était Dieu, parce qu'il sautait au-dessus des plus grands canyons, comme ça, pour son propre plaisir. Et il n'y avait pas de suspension sur sa moto, peut-être 10 ou 12 centimètres. Et c'était sa raison de vivre. Il a dit qu'il le ferait et il l'a fait. Mais aux USA, tous les gamins admiraient Evel Knievel. Et je roulais avec mon Swim Stingray et je traînais dans le quartier. J'avais remarqué que les gens y jetaient leurs vélos parmi les encombrants. Alors je les récupérais, moi, pour prendre les pièces et fabriquer mes propres vélos. Et j'ai commencé à organiser des courses sur les chemins autour du quartier. Et surtout, à l'époque, ça s'appelait pas BMX. Ça s'est appelé BMX que 4 ans plus tard. J'étais à l'école et un journal national destiné à toutes les écoles publiques avait titré « Un nouveau sport, le BMX ». Et je me suis dit, mais attends, c'est ce que je fais déjà depuis 4 ou 5 ans. C'était marrant. Bah voilà, c'est tout. J'avais 7 ans à l'époque. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais 7 ans. Et le vélo, je crois que pour tout le monde, c'était notre premier contact avec la liberté. Tu es tout le temps dehors, tu explores ton quartier, et c'est le pied d'aller partout, de faire des bêtises quand t'es gamin. C'était notre truc. À l'époque, je faisais du hockey sur glace. J'en ai fait jusqu'à 14 ans. Je faisais des courses de motocross. Ce qui se passait avec le BMX, c'était moins cher déjà. Parce que vous aviez l'impression d'être sur une motocross, quoi. C'était comme ça. C'est pourquoi ça s'appelait BMX, c'est logique. Moi, j'ai fait du motocross, j'ai aussi fait du hockey, et vers 13 ans, je me suis mis au skateboard avec mon père quand on a déménagé, et on était à environ 30 minutes de Détroit dans le Michigan. Et on a déménagé dans l'Ohio, et le hockey, c'était probablement ce que j'ai préféré parce qu'on gagnait des tournois nationaux et on était les meilleurs du pays. Et surtout, beaucoup de mes amis sont devenus joueurs pro. C'était aussi l'avenir qui m'était tracé. Et lorsque mon père a déménagé près de Cincinnati, le niveau de hockey est passé de pro à débutant. J'en ai fait pendant 2 ans, mais je m'ennuyais parce qu'ils n'ont pas voulu me surclasser. C'était à cause de mon âge. Enfin, c'était leur politique à la con. C'est alors que j'ai commencé le skateboard. Et à partir de là, j'ai jamais arrêté. Et ensuite, j'ai fait du snow parce que c'était tout nouveau. Ça, c'était en 77, je crois. Et tu vois, j'en ai fait très longtemps également. J'aurais pu en faire ma carrière une fois
une fois que j'ai arrêté le skate. Mais je ressentais pas autant de passion pour le snowboard que pour le skate. Et ensuite, vers la fin de ma carrière de skater, un ami m'a amené faire une balade en VTT et j'ai fini par en acheter un. Et j'ai commencé à rouler à vélo sur les sentiers à quelques kilomètres de chez moi et c'est là que j'ai commencé le VTT. Et ça a réveillé des souvenirs d'enfance quand je roulais en Stingray sur les sentiers à travers les bois et je suis retombé amoureux du vélo comme ça. Voilà. Et ma carrière de skateboard était sur sa fin. J'ai commencé à faire du VTT, c'était principalement du cross-country. Et j'ai commencé à faire de la descente. Et j'étais encore plus accro. Et je devais, surtout après, je devais m'entraîner beaucoup. J'ai roulé un peu sur Salsa et bien sûr Ross Schaffer, qui était un des distributeurs locaux. Et mon boss à l'époque, Richard Novak, qui a créé Santa Cruz Skateboard, je lui ai fait commencer le VTT et il a fait un peu de compétition. Il a fait la Sea Otter, c'était au début 90-91. Et puis j'ai commencé à diriger une des marques de skate de Santa Cruz. Et j'aimais pas moi comment le skate évoluait parce que ça venait de la rue quoi. Et on a plongé dans ce que j'appelle moi l'époque sombre hein, parce que c'était une période de transition où les gamins faisaient des tricks mais ils étaient incapables de skater des rampes. Et ouais. Tu peux faire tous les tricks acrobatiques que tu veux, mais si tu sais pas rider une rampe, c'est pas vraiment du skate, quoi. Tu fais juste des tricks et voilà, ça s'arrête là. Je trouve que les gars étaient capables de faire autre chose, mais ça m'a fait raccrocher de façon générale dans leur attitude. Et, ils étaient très fermés d'esprit. Et c'était bizarre parce que, tu sais, le skate, je pense, moi quand j'étais gamin, j'étais à fond dedans, quoi. À cette époque, c'était une contre-culture puissante avec un vent de folie dans l'attitude et une ouverture d'esprit, quoi, pour toutes les nouveautés. Mais vers 1990, cet esprit s'est complètement éteint. C'est ça qui m'a éloigné. Et c'est ce qui m'a conduit à aller vers le VTT et à la course. Et Richard Novak, le fondateur, il me dit lors d'une de nos sorties, est-ce que ça te dirait de fabriquer des VTT à un moment de ma vie où moi je me demandais ce que j'allais faire. Est-ce que je vais continuer dans le milieu du skate, ce que je vais faire à côté, alors que voilà, j'avais décroché du skate à cause de ce qui se passait dans le milieu. Et je lui ai dit, laisse-moi faire quelques recherches sur le sujet pour voir comment est-ce que tout ça évolue. C'est ce que j'ai fait. Et j'avais un ami proche à l'époque, Mike Marquez, qui avait travaillé pour Paul Turner chez RockShox. Et avant d'intégrer RockShox, Paul, il faisait des échappements de motocross. Parce que son frère, Jim, je crois, qui était champion du Canada de motocross. De toute façon, quoi qu'il en soit, Mike et moi, on s'est lancé et on a rencontré un gars du coin, Tom Morris, qui n'est plus parmi nous, mais qui avait dessiné le Tasman, notre premier vélo. Et aussi, il y avait Control Tech. Je ne sais pas si tu te souviens d'eux. Ils font peut-être encore des guidons et des potences, mais en tout cas, ils fabriquaient des cadres. Et ils étaient basés à Washington à ce moment-là. Alors, on est allé les voir. Ils ont fabriqué nos 100 premiers cadres et on fait tous les cadres, quoi. C'est avec ça qu'on a démarré. Novak, il nous a donné environ 100 mètres carrés dans la fabrique où se trouvait Santa Cruz Skateboard dans les années 1930-40. C'était une conserverie de champignons. Et il avait acheté les lieux en 1990 pour y installer Santa Cruz Skateboard et on s'est installé dans l'arrière-boutique. Il y avait toujours ces boutiques à côté. On s'est installé sur 100 mètres carrés, soit à la surface d'un grand garage, et c'est comme ça que l'aventure des vélos a commencé.
Et ensuite, on a fait venir Hans Heinck, qui était alors associé à Kees Van Trekker. Il a vu qu'on était en train de démarrer et il a voulu qu'on lui donne un des prototypes. Et il a voulu en faire un vélo tout suspendu. Mais comme il cherchait toujours à le perfectionner, il n'est pas parvenu à le commercialiser. Je pense qu'il était impatient et les délais comptaient plus que tout. Il existait tellement de modèles différents, de tout suspendu à l'époque. Et de toute façon, je pensais qu'on arriverait à pénétrer le marché grâce au tout suspendu, parce que, à titre personnel, on était persuadé que c'était ça l'avenir du VTT. J'en étais sûr. Mais comment t'as su? Parce que ça a amélioré la course. Et pour avoir aussi, pour avoir plus de contrôle et plus d'adhérence. Le plus gros progrès, il se situait là. À l'époque, il y avait le problème de poids, mais comme l'un de nos gars, Scott Davis, faisait du cyclocross, on a abaissé le poids des vélos à 10,5 kg et Dave Mira, qui était le gars champion national, il avait participé aux Jeux Olympiques de 96 avec l'équipe US de cross country. Et il était aussi champion de cyclocross et Scott, parce que Scott, il aimait les parcours de cyclocross de l'époque qu'on appelait jungle cross parce qu'il différait de l'Europe. Tu avais des barrières en bois et tu descendais et tu remontais. Et il y en a qui sautaient n'importe quoi, hein. Il y avait des rondins de bois et Scott, il sautait par-dessus tout. Et il a surpassé Dave Mira, le champion en titre, sur notre vélo, le prototype. Et j'ai cru que le gars, il allait pleurer. Il était tellement énervé. Tu peux pas faire ça, c'est injuste. Donc c'est avec ce genre d'histoire qu'on a su que le VTT allait devenir ce qu'il est devenu. Et c'est comme ça qu'on est arrivé sur le marché. Ouais, c'est la raison pour laquelle j'ai posé la question, justement. On a eu comme invité Olivier Bossard, qui travaillait sur les vélos Sun à l'époque, et il a intégré les suspensions parce qu'il était lui-même pilote de motocross, et il était choqué par le fait que les VTT de l'époque ne possédaient pas de suspension ou que les suspensions étaient rudimentaires. Et c'est la raison pour laquelle il avait ressenti le besoin d'améliorer tout ça en intégrant des technologies propres au motocross. Enfin, bon, c'était plutôt des concepts, mais... Et en faisant ça, c'est devenu les vélos Sun qu'on connaît tous. Exactement. C'est parce que... regardez ce que Nico a fait et Cédric et Anne Caron. Ils ont prouvé que c'était perfectible. À cette époque, c'était génial, hein, parce que tout le monde faisait du développement et on jouait tous avec les différents systèmes pour essayer de voir ce qui fonctionnait le mieux. Alors, on est arrivé avec un truc simple et fonctionnel. Et puis on s'est concentré dessus et on a construit notre marque comme ça, quoi. Et on a fait naître notre entreprise avec très peu d'argent. Et on pourrait pas refaire ça, ce qu'on a fait à l'époque. On pourrait pas refaire. On pourrait pas refaire ce qu'on a fait à l'époque parce qu'il y a probablement plus de concurrence. Le monde est plus concurrentiel et il faut des millions de dollars maintenant pour développer une marque, des dizaines de millions pour le faire comme il se doit et percer, comme on a dit. C'était quoi, pour toi, les principaux piliers de la marque à ce stade? T'avais quoi en tête? Est-ce que vous vouliez faire quelque chose de fonctionnel en particulier? Ou est-ce que vous aviez déjà en tête ce que Santa Cruz est devenu par la suite? Oui et non. C'est comme tout business plan que tu fais, hein.
Ça évolue avec le temps. Telle est la vie, non? Mais on voulait quelque chose de simple car la plupart des designs de l'époque, il y avait beaucoup de cinématiques différentes et juste beaucoup de complexité. Ils ressemblaient comme des prototypes, mais pas vraiment aboutis. Et nous, on tenait justement à avoir quelque chose d'abouti, qui marchait bien. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec le vélo qui est sorti. Il roulait très bien. C'était pas le plus tolérant, mais il était plus destiné au trail, quoi. Plus au trail qu'à la descente à ce moment-là. Et ensuite, on a développé des vélos évidemment plus typés descente. Et alors, selon toi, qu'est-ce qui explique que Santa Cruz est devenue une marque qui compte à ce point à cette époque? Ce que je crois, c'est que derrière chaque marque, il y a des gens. Les gens que tu emploies, les personnes que tu impliques dans l'aventure. C'est eux qui font la marque. Par ailleurs, moi, mon parcours dans le skateboard et tout ce que j'ai appris grâce à Rich Novak, qui a été mon mentor dans le business. Et c'est lui qui m'a appris tous les aspects du business du skateboard. Et moi, je voulais ramener cet esprit skate dans le marché du vélo. Parce que dans les années 90, le marché du vélo était investi par des nerds, quoi. T'allais à l'Interbike et bon, je fais un aparté, mais on est allé à l'Interbike à Reno, dans le Nevada, en 1987. Et c'est l'année où Keith Bontrager et Paul Turner, Keith avait conçu le Kestrel Nitro, le premier VTT tout suspendu. Et il avait des suspensions RockShox. Mais moi, je me souviens d'avoir été ébahi à la vue de ce vélo. C'est comme ça que j'ai plongé, moi, dans le milieu du VTT. Mais toute l'industrie, à cette époque, traînait en costume cravate. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Nous, on vendait des skateboards et des vélos et on voulait développer notre business, mais c'était dur parce qu'on était à l'opposé de tout ça. Nous, on venait de cette sous-culture underground hardcore et les vélos, c'était pour les costumes cravates. C'est pas très compatible. Alors quand on a lancé Santa Cruz, et chez nous, le produit devait parler de lui-même. Le produit avant tout. Et au fur et à mesure qu'on se développait, l'argent a commencé à venir et on a pu, comme ça, sponsoriser des coureurs. Et c'est là, et c'est surtout les réseaux sociaux. Ils n'existaient pas à l'époque. Internet, c'était encore dans les balbutiements. Tout passait par le bouche à oreille et il fallait tomber sur les bons vendeurs. Alors, on envoyait nos vélos à ceux avec qui on voulait travailler et on les laissait rouler pendant 2 ou 3 semaines. Et s'ils aimaient le vélo, alors on faisait affaire et ça se passait comme ça. Et c'est ainsi qu'on progressait méthodiquement et qu'on est parvenu à développer la marque avec le temps. On a eu de plus en plus de réussite et l'argent nous a vraiment permis de montrer la marque et de montrer qui on était vraiment. Et ça a attiré vers nous des gens avec le même mindset, quoi, plus pointu. Parce que c'est ce que je voulais, moi. Je voulais pas des petits intellos en costume cravate, non. Nous, des nerds, moi, je voulais des gens avec une personnalité. Alors voilà, c'est ce qu'on a fait. Et je pense que le premier gros team qu'on ait sponsorisé, c'était le Luna Chicks, Olive Bar, le Luna Bar. Et c'était une équipe de VTT cross-country, mais ça nous a donné un aperçu de comment tout ça fonctionnait. Et faire partie d'une grosse équipe et faire les Coupes du Monde, tout ça, on a connu des beaux succès pendant 4 ans. Et pendant ces 4 années, ou plutôt ces 3 années, j'ai travaillé avec Darren Stockton, qui a créé le team de descente Intense Tire System, qu'on sponsorisait en cadre.
On a fait ça et à partir de 2003-2004 jusqu'à 2006, je crois, ou fin 2005. Et Darren m'a appelé pour me dire qu'il pensait manager ou entraîner des coureurs de supercross. Et je veux me concentrer sur ça. Il m'a dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Pendant ce temps, Darren a fait appel à Cathy Sessler pour la logistique de l'équipe. Et Cathy, elle était top, hein. Cathy, elle était vraiment, vraiment au top. C'est 5 personnes en une et personne n'a son expérience dans ce milieu. Donc, j'ai appelé Cathy pour lui dire que je voulais créer un vrai team officiel. Ça, c'était en 2006 et c'est là qu'on a lancé le Syndicate. Et je veux que tu diriges la team. Alors, on a monté ça en 2005. Je suis allé faire les championnats du monde à Livigno, en Italie. Et tu vois, j'avais rencontré Steve Pitt 4 ou 5 ans auparavant. Darren m'avait ramené Nathan Penny dans le team, Kurt Voris, Cameron Zink, Mark Anderschott, Jamie Goldman. Après, on a gagné un autre très bon pilote avec Petey. Après les championnats, on a ramené Petey chez lui. Je suis resté quelques jours. Et surtout, comme son contrat avec Orange était fini à l'époque, moi j'en ai profité pour le faire signer. Donc on a accueilli Petey dans le team et tout le syndicate était en rodage. Et au début, il y avait un peu de tout. On avait un gars spécialiste de l'enduro, Mark Undershot, qui faisait des courses individuelles de 24 heures. Kurt, il faisait lui de la descente et du dirt. Et simplement un pilote incroyable avec un bel état d'esprit. Et ensuite Cameron Zink, qui était le nouveau pilote très prometteur et qui restait, je pense, qu'un an ou deux. Et il s'est lancé dans le slopestyle. Mais ouais, je pense que quand on a recruté Greg, c'était une façon de se concentrer sur une seule discipline, la descente, parce il est vrai que c'était mon souhait, moi, de me concentrer sur ça. Ça a attiré Steve, et Steve, qui avait pas mal d'influence. On cherchait un autre gros nom parce qu'on voulait arriver et tout écraser, quoi. Donc on a trouvé Nathan, Steve et Greg, et à partir de ce moment-là, ouais, on a tout déchiré. C'était top. Et on avait cette vibe à nul autre pareil, parce que ouais, il y avait alors beaucoup de concurrence, hein, mais on pouvait sortir faire la fête toute la nuit et faire la course le lendemain et gagner une Coupe du Monde. Ouais, c'était possible. Aujourd'hui, ce serait impossible. Il y a trop de concurrence, trop d'entraînement, etc. C'est trop. Mais je pense que, tu vois, les grosses fêtes et puis des courses dures, c'était notre style de vie hardcore en tant que groupe, et ça a fait écho, quoi. Ça a fait écho chez beaucoup de gens. Comme je disais, ce qui est important quand tu veux construire une marque, c'est les gens desquels tu t'entoures. On note intéressant, enfin moi je trouve ça super intéressant, c'est que les produits, quand ils sont sortis au début des années 2000, ouais, 2000, c'est ça, c'était des vélos en alu. Pas super esthétique, mais ça marchait. C'était vraiment des produits de super qualité. Mais disons que sur un plan esthétique, c'était pas encore ça. Enfin, pas encore. Est-ce que ça faisait partie de tes plans de rendre ces vélos beaux et cool pour faire décoller les ventes? Et aussi, bon, parce que tu avais déjà l'équipe, tu avais les vélos, l'image, la marque. Comment tout ça s'est imbriqué? Ouais, donc on était en 98 ou 99. Beaucoup de nos concurrents copiaient nos designs. Ils faisaient des vélos monopivots, reprenaient nos placements de points de pivot. Et tu vois, nous, on faisait juste
L'engouement autour de Santa Cruz et ce qu'on faisait était copié. Et je me suis dit, bon, ok, on fait quoi maintenant? Les vélos sont bons, mais je veux qu'ils soient encore meilleurs. On s'est mis à rechercher différents systèmes de suspension. Et quand on est allé à l'Interbike en 95, les VPP de chez Outland, ils sont apparus. Alors, on a compris que les vélos qu'ils avaient étaient, tu sais, c'était ce moment où tu comprends que ça va être difficile d'aller concurrencer ces types. Parce que le vélo est vraiment comme ils le décrivent, quoi. Dans ce cas, je pense que la marque a tenu 3 ans et a simplement arrêté en 98 pour finir par disparaître. En 99, je me demandais quel serait, euh, quel serait mon prochain move. Et on regardait ce sur quoi Paul travaillait avec Maverick. Et c'était ce système. Et on était en discussion et en même temps, je recherchais quelque chose de différent, moi, à l'époque. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Zero Motorcycles, Yeah. les motos électriques. Donc Neil Saiki, qui travaillait pour nous, il avait fondé Zero Motorcycles. Et je lui ai demandé quel est selon toi, quel est le meilleur système, la meilleure cinématique de suspension sur le marché. Et il me répond que le VPP est super impressionnant, mais qu'il ne sait pas où le gars qui l'a conçu est passé. Alors, moi, j'ai passé les 2 mois suivants à essayer de le trouver, à qui appartenait la licence, à essayer de le contacter. Mais ça n'a pas été facile de trouver le créateur qui avait complètement disparu de la circulation. J'imagine qu'il a dû en agacer plus d'un dans le milieu. Les gens disaient « Je veux plus jamais avoir affaire à lui », etc. Et j'ai enfin réussi à avoir son numéro. Je l'ai appelé et je lui ai proposé de lui racheter son brevet. Et on s'est mis d'accord sur un deal et on lui en a racheté un en 2000, si je me souviens bien. C'était vraiment la genèse et le chemin pour construire l'état de l'art dans le vélo et développer le process. Le VPP est très complexe et si tu modifies légèrement, ne serait-ce que des points de pivot, ça change tout. Donc ça nous a pris, sans déconner, ça nous a pris pas loin de 10 ans pour vraiment maîtriser le VPP. Parce qu'on expérimentait sur tous ces prototypes. Et ouais, c'était l'essence de ça. On n'arrêtait pas de chercher ce qui était susceptible d'aboutir au meilleur vélo parce qu'on était tous des passionnés. Et on voulait que nos vélos soient les plus performants pour nous. Et je pense aussi que c'est un peu la raison d'être des marques du milieu, quoi. Tout le monde veut faire les meilleurs produits ou tout du moins avoir à cœur de concevoir les meilleurs produits possibles. Et c'est cette combinaison d'obtention du VPP et puis on a vendu la licence à Intense qui avait vraiment... Jeff Steber, c'est un mec incroyable, un fabricant, il pouvait créer n'importe quoi. C'est un artiste. C'est un artiste incroyable, un très bon artisan. Il avait créé la marque Intense d'une belle façon, avec un super état d'esprit et vraiment authentique, avec Sean Palmer au tout début. Ouais, Palmer, c'est drôle parce que je connais Sean depuis qu'il a 14 ans et il m'a contacté d'abord pour acheter un vélo et j'en avais pas à lui vendre. On venait tout juste de se lancer. Et je lui ai dit, je peux te vendre un vélo. Et ça l'a fait marrer. Et moi, non, j'avais pas vraiment de vélo avec lequel il pouvait rouler en compétition. Alors il est allé chez Intense et le reste fait partie de l'histoire. Mais on en reparlera plus tard si tu veux, parce que Palmer est lié à ce qu'on fait en ce moment. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, ouais. Bon, Intense est arrivé comme ça et ça a donné à notre marque et en même temps, ça a donné à Intense la force pour promouvoir la technologie du VPP. Et à partir de là, on a
On a tout fabriqué avec ce système. Ensuite, on a eu V10, et le reste, en quelque sorte, fait partie de l'histoire. Selon toi, est-ce que c'est le VPP qui a amené la marque à ce qu'elle est, c'est-à-dire une des marques les plus importantes et les plus innovantes? Et, et après, disons qu'il y a eu le design pour le vélo et le côté sexy. Oui, donc, oui, le système VPP nous a apporté beaucoup. Beaucoup de notoriété quand on a lancé le Blur. Je crois que c'était en 2000 ou en 2002 peut-être. Peut-être que c'était en 2001 ou 2002. Ça a explosé. Il y a eu d'excellents articles sur la pré-série des vélos, mais on n'a pas pu livrer les vélos pendant presque 2 ans, tu vois. Les livraisons étaient très lentes, on aurait pu en vendre beaucoup plus parce que tout le monde le voulait, c'était top. Ça a été un grand succès et c'est ce qui a vraiment placé la marque sur le marché. Et les journaux de l'époque, ils nous ont vraiment mis sur orbite pour poursuivre notre travail et développer la marque Santa Cruz. Ok, donc le VPP, le Blur, ça a été les deux jalons pour faire de la marque Santa Cruz ce qu'elle est aujourd'hui? Oui, alors d'abord, quand le team est arrivé en premier avec Luna en 2001, et ensuite avec le team de descente Intense avec la gamme V10, et pour finir le team Syndicate qui nous a propulsés à un tout autre niveau. À cette époque, on a développé de façon continue des protos pour investir le marché. Et j'avais toujours voulu faire des vélos en carbone, même si nous avions déjà des protos en 94, 95. Parce qu'il y avait des gars qui travaillaient dans l'aérospatiale à côté, avec qui on a travaillé. Mais les coûts étaient vraiment trop élevés et ils nous ont pas vraiment écoutés sur quelques aspects du design et ça n'a pas abouti. Ça, c'était en 95. On a des photos prises sur place. C'était un vélo plutôt cool. Et ouais, quoi qu'il en soit, on était full aluminium jusqu'en 2008 et on a commencé le travail de préparation en allant en Asie et on a conclu un marché avec le fournisseur pour leur confier l'exclusivité sur la fabrication des VTT. Ils étaient très spécialisés, mais c'était principalement de la route. Et je crois qu'on est resté en contrat d'exclusivité 2 ans avec eux. Et donc, le premier vélo qui est sorti, c'était le Blur. Et ensuite, très vite, on a sorti le Tallboy, qui est l'un de nos gros succès également. Et après, je pense, je pense que c'était en 2010, on a sorti le Nomad en carbone, qui a été un immense succès également. Ça s'est construit tout seul comme ça, et ensuite ça a un peu reculé, je pense, la fabrication du Nomad dans sa version aluminium. En 2006, on a vraiment amené un tout nouveau design et des formes plus organiques. Et du coup, tout le monde a commencé à copier ça. L'aluminium, c'est plutôt cool, hein, bien que ce soit une matière pas si facile, mais à cette époque, je parle de ça parce qu'aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux avec. Ça ressemble au carbone, c'est assez impressionnant. Mais oui, on s'est mis au carbone, et puis on a roulé en course avec le premier vélo en carbone en 2010 et Greg a roulé avec. Il a gagné la première Coupe du Monde à Maribor sur un vélo carbone, première victoire sur une Coupe du Monde. Et en même temps, en 2009, on a introduit chez Edge des roues en carbone, mais Edge est devenu Envy l'année suivante. Mais on était les premiers à utiliser les roues en carbone avant que... Et avec cette expérience, est-ce que si tu devais recommencer une marque de zéro, est-ce que tu referais exactement la même chose? Non, ça a tellement changé aujourd'hui. Comme je l'ai dit, ça coûte de l'argent de faire des choses de qualité.
En fonction de tes ambitions, tu peux commencer par quelque chose de petit. Si tu veux fonder une entreprise de vélo de A à Z, ça coûte très cher. En revanche, si tu veux fabriquer qu'un seul élément, ce sera plus abordable. D'autant plus qu'avec l'impression 3D, tout est plus accessible et ça va devenir de plus en plus courant. Les avancées très rapides de la technologie et de l'impression 3D, moi je pense que tout ça, ça permettra éventuellement à terme à plus de personnes de se lancer dans l'industrie grâce au coût abordable et au fait de ne pas avoir à débourser des dizaines de millions de dollars comme on te le demande, mais comme on te le demande maintenant. Parce que c'est pas donné de se lancer comme je l'ai fait. Donc, je te propose d'avancer un peu. Donc, comme il y a quelques années, tu as pris la décision de vendre la marque au groupe Pon Holdings. Peux-tu expliquer sur ce sujet? Alors, j'ai deux questions. Pourquoi l'avoir fait? Et si tu devais le refaire aujourd'hui, est-ce que tu le referais? Tout dans la vie est une question de timing, pas vrai? Et à l'époque, mes enfants s'intéressaient absolument pas à Santa Cruz et avaient pas l'intention de travailler pour une marque de vélo. Et en même temps, je voulais que ce soit comme l'entreprise était devenue assez grosse à cette époque, et il y a le poids des responsabilités sur vos épaules parce que vous avez tous ces employés, leurs familles, ils dépendent tous de vous et de l'entreprise. Et aussi, j'allais avoir 52 ans, je crois, et j'avais envie de faire autre chose, alors j'ai vendu. Et il y a aussi le fait que depuis toujours, j'étais passionné par les courses de voitures et d'autres trucs, sans passer forcément par la course, hein, juste vivre des expériences. Et ça faisait sens. Ouais. Et puis le timing, la marque était sur sa trajectoire complètement folle, une trajectoire, tu vois, elle grandissait de manière substantielle, hein. Chaque année, je me suis dit, on a l'intention de le faire. C'est maintenant ou jamais pour aller un niveau au-dessus dans le business. Tu sais, il y a des niveaux, tu sais, tu commences là, tu vas là. Tu vas stagner à ce niveau un petit moment pour réunir tes forces et l'argent dont tu as besoin pour passer au niveau supérieur. Et à chaque niveau est de plus en plus difficile, plus cher. Et le niveau supérieur, pour nous, c'était l'implantation en Europe, en construisant un centre de distribution qui allait nous coûter des dizaines de millions. Et je me disais, bon, ok, tu as fait ça pendant 20 ou 21 ans. Et je sais pas, avec mon associé Rich Novak, on n'était pas. Ce qui s'est passé, c'est en grande partie grâce à moi parce qu'il était mon mentor. Mais tu vois, j'ai monté une équipe autour de nous et on a monté l'entreprise avec cette équipe que j'ai montée. Mais tu sais, c'était une décision mutuelle de ne pas investir cet argent. Et c'était aussi le bon moment pour vendre l'entreprise. Voilà, c'est marrant parce que à l'époque, ou même généralement, Rich n'aimait rien vendre. C'est un collectionneur. Je l'ai convaincu et on a vendu l'entreprise. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, ma deuxième question, c'est si tu devais le refaire, le referais-tu avec les 10 ans de recul que tu as aujourd'hui? Ça dépend vraiment du timing et du contexte, mais aujourd'hui, il n'a aucune chance. Simplement parce que l'industrie est en train de traverser une zone de turbulence, hein, pendant les 12 ou 18 prochains mois. Hein, je pense qu'on va voir de nombreuses marques disparaître. Le niveau de stock est énorme. J'ai entendu parler que certaines marques avaient l'équivalent de 4 ou 6 années de stock dans leurs entrepôts. C'est vraiment énorme, hein, de se débarrasser de tout ça. Donc,
Donc si on était dans la même position aujourd'hui, non, je pense pas que je vendrais. Je continuerai à avancer, hein, quoi qu'il arrive, à continuer comme ça, mais c'est vraiment une histoire de timing et de contexte. Mais aujourd'hui, non, je le ferai pas. Et donc ma seconde question, c'est en quelque sorte, est-ce que tu as des regrets par rapport au fait d'avoir vendu la marque et sur la situation qui a suivi après la vente de la marque? Non, pas vraiment. J'ai pas de regrets. C'est dommage. Dommage de voir comment ça s'est terminé. Mais je pense que non, c'est triste de voir comment ça a évolué jusqu'à la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Mais je crois que c'est pour tout le monde pareil, hein. Dans le milieu du vélo en ce moment, tout le monde a du mal. Donc, ouais, il a fallu s'adapter et avancer. Est-ce que ça te rappelle ce qui s'est passé avec Beat Zog chez Scott en Suisse? Je le connais de nom, mais pas personnellement. Je pense que c'est très intéressant à lire dans la presse, les deux positions. À mon sens, c'est une histoire de prise de pouvoir, depuis mon point de vue. Il n'a pas voulu lâcher prise. C'est tout ce que je sais. C'est ce que j'ai lu dans la presse, hein, en lisant entre les lignes. Lui ne voulait pas partir et eux voulaient qu'il parte pour apporter du sang neuf. Donc je pense que le problème pour le milieu du vélo en ce moment, avec tous ces investisseurs qui sont arrivés, tu sais, il y a 3 ou 4 ans, quand c'était comme ça pendant le Covid. Et ils ont acheté toutes ces marques alors qu'ils n'y connaissaient rien. Ils n'y connaissaient rien à l'industrie du vélo. Et le constat, c'est que ça implose. Ouais. Hier encore, on a su que Troy Lee, un groupe familial, a racheté la marque. Enfin, ouais. C'est pas terminé, crois-moi. Je pense vraiment que des grandes choses arrivent. Alors, ça va être intéressant d'observer l'industrie des prochaines années, là. Alors, raconte-nous un peu cette transition. Comment tu t'es senti? Comment tu as vécu ça? On a vu, enfin, bon, t'as pas vraiment vu, mais t'as partagé des photos avec un vélo Uno. Qu'est-ce que tu as fait pendant cette période? En gros, tu sais, moi j'adore faire du vélo, donc c'est ce que j'ai continué de faire. Et je connais César depuis longtemps, et on a appris à se connaître encore mieux, et il est à un point aujourd'hui où sa marque grandit et où il sait comment avancer malgré le contexte du moment. Alors, ouais, j'ai vu le design du Meet, l'e-bike, mais j'ai eu... Quand les premiers e-bikes sont sortis, j'ai pas... Ils étaient vraiment mauvais, hein, au début, pour être honnête. Franchement, horrible. Les e-bikes ou les Uno? Non, les e-bikes. Non, parce que les Uno, ils ont toujours été extraordinaires quand même. Oui, c'est ça, c'est vrai. César a fait du très bon travail. Et ils ont monté une super boîte de design. Et Uno en fait partie. C'est un peu son projet passion. C'est une façon de parler. Et aussi parce qu'il est dans les vélos depuis toujours. Mais j'ai vu le design du vélo, c'était la première fois depuis bien longtemps que j'avais pas vu un vélo dernièrement avec un design unique. Et j'ai voulu l'essayer, alors il m'a envoyé un vélo, je suis monté dessus et ça m'a stupéfait. Il était excellent, franchement excellent. J'ai partagé cette photo sur les réseaux en disant qu'ils avaient créé un super vélo et tu vois, c'est tout ce que j'ai fait.
C'était pas mon intention de dire ou cracher sur quoi que ce soit, ou sur l'histoire avec Santa Cruz. Je crois que quoi qu'il en soit, peu importe, bah, il faut bien se rendre compte, après avoir vendu Santa Cruz, j'y suis resté encore pendant 8 ans, hein. C'est pas comme si j'étais resté 2 mois ou 2 ans et qu'ensuite je suis parti. Je suis resté 8 ans. La façon dont ça s'est terminé, c'était assez bizarre. Malheureusement, c'est comme ça. Ils avaient leur avis et moi le mien, et bon, je suis passé à autre chose. J'ai toujours agi comme ça. Ok, bon, j'étais là, j'ai fait ça, et maintenant? Je cherche toujours à aller de l'avant. Donc oui, j'ai essayé le Uno de César qui était super, hein. Franchement, super impressionnant. Donc j'ai roulé avec ce vélo. Mais c'est marrant de voir où ce genre de liens peuvent vous mener, parce qu'à l'époque, j'avais acheté une maison en face de chez Mike, de chez Specialized, ok? Et je suis quelqu'un qui aime provoquer, moi, je pense. Je pense que tu l'auras compris. Et il est dans le voisinage, à 5 minutes de là, et on était en train de refaire la maison où on vit aujourd'hui. Et à l'époque, je cherchais une maison à mettre en location pour un investissement. Et donc, on a commencé à rénover celle-ci, et je suis parti vivre dans l'autre maison. Et je savais que Mike vivait de l'autre côté de la rue, parce qu'on en a parlé quelques années auparavant. Et la maison où on était là était en vente, et il m'appelle et il me dit bah, qu'est-ce que t'en penses? Et je lui ai répondu, bah, tu pourras pas trouver une autre maison en ville, hein, comme celle-ci, hein, parce que c'est une propriété privée, à un endroit sympa. Bref, il n'a pas pu l'acheter. Bon, c'est une autre histoire, mais donc j'ai entendu dire qu'il essayait d'acquérir cette maison, mais nous l'avons achetée avant qu'il ne le fasse. Donc on a emménagé, et je vois pas Mike. Et je suis encore chez Santa Cruz à l'époque. Et je fais connaissance avec les voisins. Donc, qu'est-ce que je fais? Je traverse la route avec une bouteille de vin et des t-shirts Santa Cruz. J'ai fait ça parce que j'ai l'esprit taquin, c'est mon côté compétiteur, quoi. Et on en rigole, c'est marrant parce que tu sais, il a su que j'avais acheté la maison, et il se disait que faut que je garde les yeux bien ouverts, hein, et être discret par rapport au vélo qui ramènerait, pour que je les vois pas, parce que j'étais encore chez Santa Cruz. Et donc, 2 mois plus tard, je sors prendre mon courrier, et lui, il sort les poubelles, et je le vois, et je lui dis Hey Mike, comment ça va? Et on a commencé à parler, et c'était à l'époque où ça sentait la fin déjà chez Santa Cruz. Et je lui ai dit on devrait parler. Et on s'est mis à rouler ensemble, à échanger nos idées, à discuter, tout ça. C'est comme ça que ça a commencé. Il y a 2 ans, on a commencé à parler de plusieurs choses qu'on pourrait faire ensemble. Et j'ai toujours eu du respect pour ce qu'il avait fait, parce que Specialized, c'était notre principal concurrent. Tout le monde était notre concurrent, mais il y a un site web qui s'appelle Vital MTB, ici aux États-Unis, qui fait chaque année un sondage hyper poussé pour savoir ce que les gens achètent. Les marques, les guidons, les vélos. Pour moi, c'était parole d'évangile, hein, dans le sens où c'était un indicateur de quel vélo les gens voulaient projeter d'acheter. Et on a été premier ou second pendant 10 ans. Et quand c'était pas nous, c'était Specialized. Et on était second, on était premier 2 années d'affilée. Et après, c'était Specialized. Ça a commencé comme ça, voilà, pendant 10 ans à peu près. C'est quelque chose à quoi j'ai toujours été très attentif. Et c'était un très fort indicateur qui désignait Specialized, voilà, comme notre principal concurrent.
Est-ce que c'est la raison principale, pardon, est-ce que c'est la raison principale pour laquelle tu voulais taquiner, enfin, chatouiller Mike avec le t-shirt de chez Santa Cruz? Quand je le taquinais, c'était juste pour dire je suis là, hein, d'accord. Sincèrement, lorsque Mike m'a fait faire le tour des lieux, parce que moi, j'avais jamais mis les pieds chez Specialized à Morgan Hill, la maison mère. Euh, il m'a fait faire une visite et il m'a tout montré et j'étais en admiration totale. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Tu sais, ce qui est cool avec le vélo dans l'histoire, c'est que tout le monde est assez cool, bon, à quelques exceptions près, mais bon, la majorité, c'est vraiment des gens bien. Et c'est la même chose pour toutes ces entreprises. Il y a beaucoup de passion et la volonté de fabriquer les meilleurs vélos possibles. Et je pense que Specialized a toujours été super régulier par rapport à ça. Et quand on est allé voir le hangar avec toutes les machines à commande numérique, leur salle des machines, c'est absolument extraordinaire de voir ce qu'ils sont capables de fabriquer. Et ouais, c'est super impressionnant. Avec ce que je traversais, moi, j'observais ce qu'ils faisaient, comment ils travaillaient, les gens qui travaillaient et qui étaient là par milliers. On en avait des centaines et des centaines. Alors voilà, ça m'a rendu fier d'être le concurrent de ces gars-là. Ouais. Et pendant un moment, c'était eux ou nous, tu vois, parce que parfois ils nous bottaient le cul et parfois c'était nous, donc c'était plutôt cool de voir ça. Mais aujourd'hui, avec le recul, ça m'a vraiment donné envie de replonger, tu vois. Et c'est ce qu'on fait avec Mike. Je fais partie d'un groupe de conseillers et je suis ambassadeur de chez Specialized. Et c'est cool et motivant de lui donner mes retours depuis un angle différent parce qu'en étant une petite entreprise, on peut répondre plus rapidement, plus facilement. Et moi, c'est ce que je voulais. Euh, Apporter à Specialized, moi, ce que je voulais apporter, c'est mon expérience, mon expertise des produits, et voilà, apporter ma contribution. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses, enfin, où est-ce que tu penses que Specialized peut aller? Moi, je dirais qu'ils sont au sommet, là, actuellement. Franchement, euh, il y a, il y a beaucoup d'aspects à améliorer. Oui, toujours. On se doit d'être un peu paranoïaque dans le business. Il faut constamment observer ce que les autres font et en prendre note, mais en même temps être en mesure de se focaliser très, très strictement sur ce que tu veux faire et faire en sorte que ce soit exécuté. Parce que la clé de tout ça, c'est l'exécution, la distribution et le business. Sans ça, tu peux pas gagner. Donc, je pense que Specialized s'est entouré d'une très bonne équipe. L'industrie a traversé des moments difficiles avec de nombreux licenciements dans toutes les marques, même chez SP. C'est le bon moment pour se recentrer sur ce qui doit être fait, ce qui peut être fait. Et compte tenu de la dureté et de la réalité du secteur avec les e-stocks, il va falloir surmonter tout ça et se concentrer sur le futur. L'heure du dur labeur est arrivée. L'heure du dur labeur, à 100%. Si tu fais pas les choses comme il faut maintenant et que tu te concentres pas sur ton prochain coup, ouais, c'est fini pour toi. Alors, quels sont les domaines, tu nous as déjà un petit peu parlé de ça, mais quels sont les domaines qui peuvent être améliorés selon toi chez Specialized? D'un point de vue produit, je pense qu'ils l'ont bien compris à ce stade. Ce sont des petites choses qui doivent être améliorées.
Euh, c'est ce que j'espère apporter, voilà, pour contribuer à tout ça. Tu aurais quelques exemples? C'est pas, c'est pas des gros changements en quelque sorte. Il y avait un gros projet, mais malheureusement, il a été écarté. Mais c'est quelque chose que j'avais voulu mettre en place via un contrat que j'ai dans la course automobile. Mais malheureusement, ça se fera pas. Si ça avait marché, ça aurait été énorme. Ça, c'est du teasing. Donc voilà. Non, c'est vrai, c'est frustrant. Frustrant qu'on n'ait pas pu aller au bout. Ouais, c'était un gros truc. Non, mais frustrant pour nous d'entendre ça et de pas en voir le résultat. Ça me désole. Ah, mais ça me désole, crois-moi. Mais bon, ouais, c'est comme ça. Ça viendra peut-être un jour. Mais ça se fera pas aussi rapidement qu'on l'avait souhaité. Et c'est ça qui est frustrant. Ok, et tu as un autre exemple? Eh ben, tu vois, par exemple, tu vois toute l'électronique qui s'insère un peu partout là, qui nous envahit un peu, mais auquel les gens s'habitueront et s'adapteront. Les suspensions vont être de plus en plus intelligentes. Je pense que ça va être quelque chose de gros. Hein. Je pense que le jour viendra prochainement où, surtout avec l'IA, qu'on pourra intégrer à la suspension, tu sais. Parce que ça peut réfléchir en quelques millisecondes. Et voilà, ça va améliorer le pilotage. C'est ça la prochaine étape. C'est évident que ce qui va arriver, on le doit... parce que le monde est plus que jamais connecté. Par exemple, tu sais ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans le monde à la minute où ça se passe. Alors que dans les années 90, ça mettait jusqu'à... Ça pouvait mettre des mois parce que voilà, c'était pas le même laps de temps. 6 semaines, 2 mois entre la sortie de 2 numéros de magazine. Progressivement, Internet a pris de l'ampleur pour nous connecter tous. L'environnement est tellement différent aujourd'hui. Donc tu penses que la suspension électronique va devenir la norme? Ouais, je pense que l'intégration de l'électronique dans le vélo est déjà massive et qu'elle va continuer de se généraliser. Ouais. Est-ce que, alors, parlons un peu de technologie sur les e-bikes. Est-ce que tu crois, pour prendre un exemple, dans les boîtes de vitesse intégrées? Ou est-ce que tu penses que la transmission avec dérailleur a encore de beaux jours devant elle? Personnellement, j'espère pas. Parce que moi, je prévois que le vélo du futur sera de plus en plus intégré. Visuellement, on voit plus rien, tout est de plus en plus intégré. Et heureusement, on arrivera sûrement bientôt à un moment où l'e-bike, on changera juste l'huile du moteur, quoi, qu'une fois par an. Et voilà, terminé. Hormis changer ta batterie. La maintenance, ça existera presque plus. Ou alors, ce sera vraiment minime. Et ça va disparaître avec le temps, à mesure qu'on affinera et qu'on améliorera les systèmes. Sur la question du poids des vélos, on commence à voir des vélos avec une grosse batterie sous les 20 kilos. Penses-tu que l'e-bike léger va prendre beaucoup plus de place à l'avenir, ou est-ce que tu vois le poids des gros e-bikes diminuer? En gros, où vois-tu le compromis entre les deux? Pardon, ma question est un peu longue, désolé, mais est-ce que tu vois un vélo qui serait le résultat des deux vélos? Attends, qu'est-ce que c'est ça?
Feu d'artifice. Feu d'artifice. Alors, un vélo qui pèserait par exemple 15 kilos, full power, est-ce que ça pourrait être la norme par exemple? Alors, c'est marrant parce que pendant longtemps, on a essayé de rendre les vélos de plus en plus légers. Et ensuite, avec l'e-bike, ouais, les gros e-bikes devraient voir leur poids baisser. Mais non, franchement, ça fait depuis 6 ans que je suis pas monté sur un vélo musculaire. Parce que voilà, c'était un lancement de produit, ou sinon quand je suis sur une remontée mécanique ou en trip hélico, quand je vais faire un voyage important à vélo. Mais le reste du temps, j'utilise un e-bike. Et pourquoi? Bah parce que j'ai fait des courses dans les années 90 et voilà, j'ai souffert. Et maintenant, je veux plus souffrir autant. Moi, ce que je veux maintenant, c'est être sur mon vélo et m'amuser. Je crois que c'est ce que les e-vélos permettent à tout le monde, justement. Ils apportent beaucoup de plaisir. Mais pour en revenir à la question du poids, c'est vrai qu'on a tout le temps essayé d'alléger toujours plus les vélos, même sur les VTT. Pour les VTT de descente, on est descendu à... je ne saurais pas dire en kilos, mais peut-être 17, 18, 16. Nous, on courait sur des vélos de 14,5 kilos. Mais le retour des gars en situation était, bon, ok, si vous descendez trop de poids, quand on roule sur le terrain rocailleux, ça tremble beaucoup trop, quoi. Le contrôle n'était pas top. Le poids, en fait... Bon, alors maintenant, on est en train d'inverser la tendance et à en rajouter. Maintenant, on court sur des 16, 17 kilos. Je sais que certains... Jackson Goldstone et pas mal d'autres pilotes, ils rajoutent des poids sous le vélo pour les rendre plus stables. Oui, et aussi pour conserver l'énergie en sortie de virage. Oui, ouais, c'est ça. C'est drôle parce que le centre de gravité des e-bikes est placé bien bas au niveau du boîtier de pédalier. Ce que j'aime dans l'e-bike, moi, c'est qu'il offre justement plus de traction. Et il pèse dans les 20 kilos, il est plus lourd. Mais voilà, il offre plus de traction, plus de stabilité quand on voit le pâté avec, quoi. Et moi, j'adore ça. Non, je pense pas que ce sera un vélo de 14 kilos ou de 20 kilos. Je pense que ce sera un vélo full power à grosse batterie. Enfin, pas nécessairement grosse, mais une batterie de grande capacité, quoi. Pour des vélos qui pèseront dans les 16-17 kilos. Je pense que c'est un bon compromis parce que le poids améliore nettement le travail de la suspension, en fait. Donc, moi, j'en fais le pari et c'est vers quoi nous allons. Excellent. Alors, des suspensions électroniques, des e-bikes avec un poids intermédiaire, quoi d'autre? Non, rien d'autre, s'amuser et rouler. Tu as des secrets que tu voudrais partager avec nous? Des secrets. Ouais, j'ai fait une interview chez Pinkbike il y a 1 an et demi, je crois. C'est un autre projet sur lequel je travaille. Les prototypes sont longs à faire, malheureusement, mais on y est presque. Et c'est plutôt cool. C'est un truc, lorsque tu le verras, tu te diras « Ah bah oui, ça tombe sous le sens ». Mais je pense que ça révolutionnera l'expérience du vélo dans le sens où il y a beaucoup de petites choses qui, mises bout à bout, améliorent cette expérience. Alors c'est plutôt dans le sens où pourquoi ne pas y avoir pensé avant, en fait. Et quand tu le vois, tu te dis ça fait beaucoup de sens. Ça prend tout son sens. J'espère que ça va sortir bientôt. Ouais, donc, à ce sujet justement, selon toi, de quoi ont besoin les pratiquants? Parce que
On a évoqué le développement des technologies, des suspensions, des vélos, le poids, mais ouais, de quoi les pratiquants ont-ils besoin, mais dont ils sont pas encore conscients? Eh bien, je pense que ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Un produit qui demande moins d'entretien parce que les gens veulent juste être dehors et rouler avec leur vélo. Donc je pense que ça va continuer, ça va continuer d'évoluer vers ça. Moins de vers moins de j'espère, moins d'entretien nécessaire pour profiter de ton vélo. Comme ça, tu peux passer plus de temps à rouler avec. Et peut-être moins de vélos dans le garage aussi? Parce qu'on a vu là les derniers modèles qui sont sortis chez Specialized, comme le Epic, que tu Ouais. peux, que tu peux rouler donc un seul vélo pour rouler en cross-country, hardcore en compétition, jusqu'au trail, en passant par le down-country, mais il y a aussi le New Mmh, ouais. Stumpy, le 15, qui permet d'aller du trail à l'enduro, en quelque sorte. Ouais. Est-ce que ça veut dire que grâce à ça, on pourrait avoir moins de vélos dans le garage? Ouais, ouais, je crois que c'est ce qui est en train d'arriver. L'amortisseur, Genie, qui a été présenté sur Stumpy, on va en voir de plus en plus de modèles comme celui-là. Et ça représente, ouais, ça représente un gros développement dans c'est pas un petit parce que grâce à cet amortisseur, on peut réduire son quiver et je pense que ça va être, une grosse, heu attends, je cherche le mot, heu, ouais, une amélioration importante du produit qui va faire réduire, le besoin d'avoir deux ou 3 vélos ou voilà. Tu as un e-bike et un vélo musculaire et en fonction de tes, bon, hormis les VTT de descente, hein, qui continueront à exister parce que c'est un type de vélo bien spécifique, mais à part ça, mais concernant votre, principal quiver, il est constitué d'un e-bike et ensuite, de n'importe quel vélo musculaire. Donc oui, je pense que ça va avoir un incident sur la taille du quiver moyen. Excellent. Est-ce qu'il y a un vélo que tu as récemment essayé et que tu as aimé? On a parlé du Uno, mais est-ce que tu en as d'autres en tête? Je crois que tu as parlé du Orbea Rise aussi. Ouais, tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de vélos qui sont top, hein et ça se mesure, en termes de micro-différences, hein, toutes ces marques. Mais donc et l'amortisseur Genie, encore, hein, pour y revenir, c'est une exclue de chez Specialized et vraiment c'est un atout, hein, que personne d'autre n'a. Ils en possèdent les brevets, c'est un autre motif de c'est un motif de satisfaction évident, hein, pour l'entreprise et le fait d'avoir quelque chose qui a considérablement amélioré l'expérience au guidon du vélo, voilà, par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est ce que souhaite tout pratiquant. On veut améliorer les vélos, améliorer l'expérience, donc voilà. Pour plus de plaisir, en fait. Bah, exactement, parce que tout est question de plaisir. Je veux dire, j'ai 61 ans et je le répète, je veux pas nécessairement souffrir sur un vélo, je veux rester en forme et l'autre point, c'est aussi que ça m'énerve quand on me dit: «Ah ouais, mais un e-bike, ça te permet pas de faire de l'exercice». C'est ce que disent les gens qui roulent pas en e-bike, hein, tout simplement. Steve Jones, il a récemment fait un test, sur un GMBN, peut-être, hem oui, ouais, j'aime bien, bah, je sais plus, ouais, c'est ça, merci. Il avait eu c'était un pilote très affûté, hein, qui faisait le même parcours avec un vélo musculaire et avec un e-bike et sa fréquence cardiaque, elle variait à peine. L'effort produit, heu, l'effort produit est quasiment le même. Je crois qu'actuellement, c'est différent sur un e-bike en raison du poids du vélo. Si c'est sur des plus gros vélos, c'est le haut du corps qui est sollicité parce que, bah, vous bougez plus pour accompagner le vélo, bah, ce qui est une bonne chose, mais
Est-ce que tu deviendras un pro du cross-country sur un e-bike? Non, c'est bon pour l'entraînement. Je veux dire, si tu ne roulais qu'en e-bike, est-ce que tu aurais la forme physique pour le cross-country pro? Non. Mais je pense que ça peut t'aider. Et comme je l'ai déjà dit, on on n'a pas, ouais, on n'a pas tous envie de devenir des coureurs pros de cross-country. Ce qu'on veut, c'est s'amuser et en même temps rester en forme et s'amuser encore. Voilà. Et c'est ce qu'on voulait, hein. Ouais, je raconte cette histoire souvent, mais il y a quelques années, j'ai eu la chance d'essayer de suivre Nico Vouilloz chez lui, dans son jardin, sur son e-bike. Ouais. J'ai jamais autant sué sur un vélo. Parce que c'était Ouais. parce que c'était des pistes que je pensais impraticables et tellement raides. Pour la descente, ça allait. Bon, on sait que Nico, c'est l'homme pour ça, mais Ouais, c'est un j'ai sacré mec. sué toute l'eau, j'ai sué toute l'eau de mon corps. Donc oui, rouler en e-bike est assez challengeant et dur. Heureux d'entendre ça chez toi aussi. Ouais, moi je sais que c'est vrai, parce que tu fais des trucs sur un e-bike que tu peux pas faire sur un vélo musculaire, ou analogique si tu préfères l'appeler comme ça. Parce que tu as ce super pouvoir, mais au lieu de monter ça, tu vas monter ça, c'est quelque chose que tu n'aurais pas pu faire autrement. Ça rend pas les choses plus faciles pour autant, ça les rend faisables, ça les rend possibles, voilà. Donc Qu'est-ce qui te réjouit le plus concernant les prochaines années? à quel sujet? Disons au sujet des collaborations qu'il pourrait y avoir avec Specialized et peut-être l'industrie en général. Bah, tu vois, la même chose que toujours, hein, faire partie de l'équipe qui tente de fabriquer les meilleurs produits possibles, des produits qui changeront le monde du vélo et qui amélioreront l'expérience du vélo. Voilà, pour tous les pratiquants. C'est vraiment ce qui est amusant, ouais, à mes yeux. C'est ce que je voudrais contribuer à faire et être là, là où je peux aider. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir en relation avec le monde du vélo? Juste ça, ce que je viens de te dire, jouer un rôle et améliorer l'expérience et aider où je peux. Je suis pas quelqu'un d'exceptionnel. J'ai une histoire avec ce que j'ai fait et j'espère encore être en mesure d'apporter ma contribution dans le futur. Ouais, c'est tout ce que je peux faire. Merci pour ça. Une dernière question. Si tu avais Ouais. quelqu'un que tu aimerais entendre dans un prochain épisode, ça serait qui? Ouais, c'est une question intéressante. Je vais je vais répondre à cette question par une petite histoire. J'ai évoqué Palmer tout à l'heure. On était à Whistler la semaine dernière et Mike et moi, Mike Signard, il a un talk avec la team Specialized pour raconter comment on s'était connus et en même temps, tu vois, parler de ce qu'on a fait. J'ai parlé à Palmer récemment et on l'avait amené parce qu'il avait gagné son unique Coupe du Monde avec Specialized à l'époque. Et ce gars, tu vois, c'est à mon sens le meilleur athlète que j'ai jamais vu. Mentalement, dans tout sport, il faut un mental d'acier pour être au top. Ici, c'est 90%, c'est la tête et 10%, c'est le physique. Si vous n'avez pas ces 90%, vous ne serez jamais champion du monde. Vous ne gagnerez pas, point. Et
Tu sais, il l'a fait en ski cross, en border cross, il l'a fait en supercross, Et motoneige. en snowboard, qu'est-ce que tu veux? Il a juste la capacité mentale de le faire. Et donc il est venu, il a participé à la discussion et c'était cool. Ouais, et je te dirais, moi, Sean Palmer, ce serait un excellent invité pour son histoire incroyable. Je veux dire, pour la compétition en descente, en VTT, il a été un véritable game changer dans ce sport. Il a débarqué alors que personne ne pouvait croire qu'il était véritablement pilote de VTT. Et il est arrivé en si peu de temps. Il a retourné ce sport pour en faire quelque chose de mieux. Et c'est un bon gars. Tout le monde l'aime. Et notre génération, la tienne et la mienne, bon, je suis un peu plus vieux, c'est sûr, mais quand on était gosse, on pouvait s'identifier à ses exploits. Le mec a tout survolé, avec une attitude de rockstar. Et ce serait sans doute l'invité idéal. Ouais, ce serait sans doute l'invité idéal. Ouais, je pense que là-dessus, on est tous d'accord avec toi. Hein. Il ferait un Bien sûr. excellent invité. Et oui, il a changé le sport à tout jamais. Ouais. Tu sais que la chose qu'il a le plus frustré, et il le confirmera, hein, sans doute, c'est qu'il n'a réussi à battre Nico que quelques fois. Et ce qui l'a tué, c'est qu'il a perdu des mondiaux pour 15 centièmes de seconde. Ce serait sûrement une bonne question à lui poser d'ailleurs. Je suis pas certain qu'il voudra parler de ça parce que ça l'avait vraiment énervé. C'est pour ça qu'on l'a appelé le champion misérable, parce qu'il est tellement... Il voulait tellement gagner. C'est pour ça qu'il était si bon dans tous ces sports. Ouais, justement, avec Cédric, on a parlé de à quel point Palmer voulait battre Nico à coup de ses stratégies, en essayant de charmer Sandrine, sa petite amie à l'époque. Et Cédric a le même type de personnalité. Il a apporté au sport ce qu'il a rapporté. C'est une rockstar, moi je l'adore. Et c'est un bon ami. Et c'était un putain de taré. Hein. Et les gens, ils ont bien accroché, ils l'aimaient parce qu'il était simple. Il pouvait aussi montrer qu'il était capable de gagner, de botter des culs, quoi. C'est un pilote incroyable. Et un champion incroyable. Ouais. Merci énormément, Rob. Merci de nous avoir accordé ton temps. Prends bien soin de toi. Super de passer un moment avec toi. Une vraie légende, non seulement du VTT, mais aussi du skateboard. Et puis de voir tout ce que tu as accompli. C'est tellement inspirant. Pour tellement de gens. Et voir ce que tu as pu réaliser avec ces marques, c'est tellement impressionnant. Alors, félicitations. Et j'espère vraiment, j'espère qu'un jour, on se rencontrera pour de vrai. Tu vas aux mondiaux ? Alors, je vais pas pouvoir aller aux mondiaux. Par contre, je serai aux États-Unis. Mais oui, on se verra bientôt. Bientôt, on se rencontrera. J'ai hâte qu'on se voit parce que j'ai texté Laurent Delorme qui dirige le team Specialized et voilà, voilà un autre gars qui fait du super boulot. Parmi tous les managers à qui j'ai eu affaire, quand j'étais chez Syndicate, il faisait partie de ceux avec qui j'avais vraiment envie de discuter, quoi. Et il déchire. Il a construit une super équipe. Donc, ouais, j'ai reçu quelques membres de son équipe dans le podcast, comme Jack, Loïc, et puis bien sûr Laurent lui-même, mais il faudra l'écouter en français, donc bon, désolé. Bon, pour toi, je pourrais peut-être le traduire. Oui, Antoine. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup, Rob. Merci beaucoup. Merci, ouais. À bientôt. À bientôt.
Allez, merci. Bye. À bientôt. Bye. Merci d'avoir regardé ou écouté cet épisode d'En roue libre. J'espère que vous avez apprécié cette version en voice-over et que ça vous a donné envie de voir d'autres contenus comme celui-ci. Si c'est le cas, je vous demande une toute petite faveur, abonnez-vous à En roue libre. Vous pouvez aussi me laisser un gentil commentaire et rejoindre comme des milliers de passionnés la communauté En roue libre sur Instagram. J'y partage les dernières news de l'émission, vous annonce les prochains invités et vous invite même à leur poser directement vos questions. Pensez également à vous abonner à la newsletter En roue libre que je prépare, j'y partagerai les liens vers les derniers épisodes, les contenus relatifs à En roue libre et vous partagerez également les meilleures news à ne pas manquer. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Et enfin, si vous avez un projet, une entreprise ou une activité en rapport avec le vélo et que vous ressentez le besoin d'être entouré par des spécialistes, pensez à faire appel à Line, l'agence conseil 360 spécialiste du vélo. Avec Line, on vous conseille et on met en place les stratégies ainsi que les actions les plus efficaces pour le succès de votre projet dans le vélo. Pour en savoir plus, rendez-vous sur agenceline.fr. Je suis Antoine Taillefer et vous avez écouté En roue libre, l'émission qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.